Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Myriam Benoît. Bonjour Myriam. Bonjour Malika. Alors Myriam, le grand public t'a découverte en 2017 avec une phrase culte prononcée dans C'est mon choix. Je ne suis pas venue ici pour souffrir. Ok, Ouais. je l'ai pas bien faite. Tu l'as très bien faite. Bravo. Ça a été un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Ouais, ça a eu un impact inattendu. Et après, c'est devenu un carton sur scène puisque tu es devenue humoriste. Ouais, c'est ça. Est-ce que sans ça, tu serais devenue humoriste? Devenir humoriste, c'est toujours été un rêve d'enfant. Donc ouais, je pense que même s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais voulu l'être. Là, on te retrouve à l'Apollo. Ouais. Tous les mercredis? Tous les vendredis. Mince, bah voilà. Tous les vendredis, 21h? 21h30. 30. Tous les vendredis. Et aussi au Paname Comedy Club, Au toujours. Paname. Un peu partout, en réalité, dans tous les cafés-théâtres, dans tous les comédie clubs, je joue, je teste des blagues et mon spectacle, je joue à l'Apollo. À l'Apollo le vendredi à 21h30. Exactement. Ça, c'est pour la récurrence. Et après, on peut te retrouver un petit peu partout dans les cafés, les comédie clubs parisiens. Ouais. Cette sortie un peu drôle, malgré toi, est-ce que tu penses qu'elle t'a fermé ou ouvert des portes? Je pense que ça m'a ouvert plus rapidement des portes parce que c'est quand même un métier où il est difficile d'y entrer et aussi vite que j'ai pu le faire. Donc ça m'a beaucoup aidée, on crache pas dans la soupe et j'en suis plutôt contente en réalité. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a tout de suite prise au sérieux dans ce métier avec ce petit buzz ou qu'il a fallu quand même plus prouver? Le truc, c'est que je prouve encore parce qu'il y a des gens encore qui n'ont que ça dans la tête. Et j'essaie tous les jours de changer un peu cette image-là. C'est pas évident, mais j'y arrive plutôt bien, j'espère en tout cas. mais on m'a jamais pas pris au sérieux ou ni quoi que ce soit parce que ça reste quand même... c'était un truc drôle et dans la continuité du truc, je fais encore des trucs drôles, donc ça va en vrai. Comment tu qualifierais ton humour justement? C'est un humour d'observation, très théâtral, un peu décalé aussi. Je pense que ça le qualifie assez bien. Oui, décalé, je trouve que c'est tout à fait ça. Ouais. On va se faire un petit flashback. On va revenir dans ton enfance. Déjà, on va revenir aux prémices. Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es née? Alors moi, je suis née à Casablanca, au Maroc. J'ai grandi à Casa jusqu'à l'âge de 10 ans. D'accord. Je suis partie à l'école là-bas, à l'école française. C'est pour ça que j'ai pas d'accent. Mais d'ailleurs, tu as des origines franco-russes et marocaines. Ouais. Sacré mélange. Ça fait un caractère assez énergique. Et après, je suis venue en France à l'âge de 10 ans, puisque mon père, c'est lui qui est franco-russe, c'est ma mère qui est marocaine. D'accord. Du coup, on est venu s'installer ici en France, et voilà, j'ai grandi en France après. Tes 10 premières années à Casa, ça se passe comment? Mes 10 premières années à Casa, je suis entourée de ma famille, je suis très très famille. La première langue que je parlais, c'était le marocain. Et d'accord. Mon père parle uniquement le français. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il racontait. Vous ne pouviez pas échanger? Non. Et ma mère me racontait que je me roulais par terre et je disais « Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit ?» En arabe. En arabe? Et vraiment, je faisais des crises. Je disais « Mais je ne comprends pas ce qu'il dit !» Je pleurais et tout. C'est énorme. Je te jure, c'est vrai. Mais jusqu'à quel âge? Jusqu'à que je suis allée à l'école, hein, je pense, je sais pas, 3 ans, je crois, 3, 4 ans, un truc comme ça, tu vois. Et après, j'ai appris le français, etc. Mais enfin, voilà. Ça devait le rendre très triste, ton papa? Non, mon père, il fait que rigoler. Mon père, c'est l'homme qui rigole. À un allô, je lui dis allô, papa, il explose de rire. C'est ça, mon père. Ok, il a la joie de vivre, quoi. Il a la joie de vivre, mon père. Donc, tu disais que tu étais à l'école française? Ouais. Comment ça se passe là-bas? En fait, c'est une école où il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est des gens très aisés. D'accord. Et là-bas, en fait... Toi, tu as eu une enfance aisée? Moi, non. J'étais la plus pauvre de l'école, en réalité. Enfin, pas pauvre, grâce à Dieu, ça allait, tu vois, mais c'est vraiment des... Par exemple, les enfants, là-bas, on venait les chercher avec un chauffeur, quoi. Tous les élèves avaient un chauffeur. Toi, tu n'avais pas ça? Et moi, mon père venait me chercher avec une voiture un peu fatiguée, tu vois. mais là-bas, j'étais
en fait, j'ai jamais été très à l'aise là-bas à l'école parce que j'étais très moquée. Parce que moi, je suis le genre de personne où dès que je me sens un peu jugée ou le prof est pas super gentil, ben, j'ai un blocage. Et c'est pas un manque d'intelligence, c'est juste que j'étais la plus nulle de la classe, quoi, tu vois. Du coup, j'étais très moquée, très mise à l'écart. Tu te sentais la plus nulle de la classe? Bah, j'étais C'est la fort plus nul quand même comme mot pour parler de soi. Bah, j'avais les pires notes, quoi, de la classe, tu vois. Mais parce que j'ai... Mais les pires ou les moins bonnes? Les moins bonnes. Les moins bonnes. J'avais un prof qui était très, très méchant aussi, tu vois. Et moi, les gens méchants, bah, ça me bloque, tu vois. J'ai un peu du mal avec ça. Donc toute cette scolarité en école française à Casablanca, c'est pas un bon souvenir? C'est pas un bon souvenir. J'étais mise à l'écart, j'avais pas d'amis. Enfin, c'était ça ma scolarité à l'école. Et à ce moment-là, tu te dis pas que l'humour peut t'aider à te sociabiliser, à te faire des amis? Bah, tu sais, quand t'es enfant, t'as pas encore cette force mentale pour te dire je vais remplacer ça par l'humour et puis je vais me faire des potes. Mais t'avais déjà l'humour en toi à ce moment-là? Ouais, enfin, j'ai toujours eu l'humour. Moi, j'étais le genre d'enfant qui, quand on faisait des réunions de famille, j'allais me déguiser en cachette, je revenais déguisée et je faisais des blagues, tu vois. Toujours été cet enfant-là. Donc après, à 10 ans, vous partez en France? Ouais. Et là, alors, comment ça se passe? J'arrive en France, il y a un décalage culturel, il y a un décalage même au niveau de l'éducation. Je suis complètement décalée par rapport aux autres. J'essaye un peu de m'imprégner un peu de la culture d'ici. Les gros mots, par exemple, je connaissais pas les gros mots, moi, tu vois. Et mes profs, on les vous voyait. Et j'arrive ici, c'est un peu... J'ai trouvé ça cool, en fait. Hein? T'as trouvé ça beaucoup plus cool, Non, non, pas du tout. J'étais perturbée, tu sais, c'était beaucoup de... Tu sais, il y avait une autre éducation, quoi. Nous, c'était très strict. L'éducation, elle était vraiment... même l'éducation scolaire, elle était complètement différente, tu vois. Mais un peu compliqué, l'intégration. Un peu compliqué. T'étais plutôt une élève sérieuse ou dissipée? Moi, j'ai toujours été le clown de la classe, tu vois. Quand je suis arrivée ici, en France, j'ai été le clown de la classe dès le premier jour. Mais c'est pas pour autant que j'avais pas des bonnes notes. En fait, j'avais pas des bonnes notes parce que je voulais m'amuser, en fait. C'était ça le truc. Mais là, t'étais pas la moins bonne de la classe. Non, j'étais pas la moins bonne de la classe. Donc tu t'es rendu compte qu'il y avait un décalage de niveau aussi entre peut-être la première école que tu avais faite au Maroc et celle en France. Oui, il y a un vrai décalage. En fait, la scolarité là-bas au Maroc, comme c'est des enfants aisés, l'école a coûté cher, etc. L'éducation là-bas, elle est complètement différente par rapport à ici. À tout point de vue. Et tu as réussi à te faire des amis? Ouais. Et justement, quand je suis arrivée à l'école en France, j'ai commencé à remplacer un peu cette moquerie par de l'humour. Et c'est comme ça que j'ai réussi à... C'est les premiers sketchs qui viennent à ce moment-là? Ouais, carrément. T'as quel âge? 10 ans, 11 ans? Ouais, 11 ans, un truc comme ça, ouais. Dans la cour de récré? Dans la cour de récré, dans la classe. Vraiment... Et les professeurs, ils t'aimaient bien quand tu fais ça en classe? Ça dépend, ça dépend des professeurs. Ça dépend. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis que ça va devenir ton métier? J'ai toujours pensé que ça allait devenir mon métier. Vraiment, depuis que je suis toute petite, je me suis dit, c'est ça que je veux. Je veux un jour entrer sur scène et crier « Est-ce que ça va ?» Tu vois, c'était vraiment un rêve de gosse, genre. Est-ce que ça va, quoi? Je te jure, est-ce que ça va? Oui, voilà, bah merci. Au revoir. Fini. Ça a toujours été un rêve, je te jure. Genre, quand je m'endormais dans mon lit, tu vois, quand j'étais dans le noir et je m'imaginais des grandes scènes, tu vois. Je regardais Gad Elmaleh, je le voyais dire « Est-ce que ça va Paris ?» Et je me disais « Oh là là, j'aimerais trop faire ça un jour, tu vois. » Et voilà. Donc là, à l'Apollo, si on vient te voir, ça va être « Est-ce que ça va Paris ?» Ouais. J'ai fait ça une fois à l'Olympia. J'ai dit « S'il vous plaît, est-ce qu'on peut la refaire? Juste vous réaliser mon rêve, s'il vous plaît. » Ils ont dit d'accord. J'ai dit « Bonsoir l'Olympia !» Ils ont dit « Et là, ça m'a fait des frissons, tu vois. C'est magnifique. Donc ça, c'est un rêve, on peut le cocher, il est fait. Carrément. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, bien sûr, j'ai plein d'autres rêves, des rêves un peu plus personnels, des rêves un peu plus... Ouais, j'ai plein d'autres rêves. C'est trop bien d'avoir des rêves. Il faut en avoir pour avancer, je pense. Comme quoi, alors? Un de mes plus grands rêves, c'est de rendre ma famille heureuse de ouf, tu vois.
pouvoir leur offrir ce qu'ils n'ont pas eu, je pense que c'est mon plus grand objectif. D'ailleurs, tu as grandi avec des frères, des sœurs? J'ai une petite sœur. Ok. 5 ans de différence. Elle a 25 ans. Voilà, c'est tout. Vous étiez proches? On a toujours été très proches avec ma sœur. Ma sœur, c'est mon bébé. Qui était protectrice? Très, très protectrice. Est-ce qu'au final, tu gardes des bons souvenirs quand tu jettes un regard maintenant sur ta scolarité? Est-ce que malgré les premières années très strictes, très dures, après un peu plus de difficultés à te réadapter, à t'intégrer, c'est des bons souvenirs l'école ou pas? Jusqu'au lycée, ça a toujours été quelque chose de très très stressant pour moi. Tous les matins, j'avais la boule au ventre, tu vois. Parce que même si je faisais des blagues et tout, j'ai toujours été une enfant très maigre. Quand les enfants faisaient 30 kilos, j'en faisais 22, tu vois. Toujours été très maigre, mais en très bonne santé. Hein. C'est juste ma morphologie. C'est ta morphologie, ouais. Mais les enfants sont durs. Ils savent être méchants, tu vois. Ils n'ont pas de filtre. Et du coup, ça a toujours été très stressant un peu l'école. Mais au lycée, après... En fait, tu étais victime de harcèlement? Un peu, mais je savais me battre, par contre. Et ça, c'est important. Donc, tu savais répondre? Ah oui, je répondais très, très bien, tu vois. Mais tu faisais la bagarre? J'adorais la bagarre. J'adorais ça, la bagarre. Genre, j'avais aucun problème pour me battre, tu vois. Mais ça atteint quand même. C'est pas parce qu'on s'énerve et qu'on crie que ça atteint pas, tu vois. Du coup, ça m'a toujours atteint. Et aujourd'hui, je pense que je dois avoir un peu des troubles, tu vois, par rapport à ça. Le manque de confiance en soi et tout, je pense que ça doit venir de là-bas, tu vois. Et aujourd'hui, tu as confiance en toi? Ça dépend des jours. Je pense que comme toutes les femmes, tu vois. Mais donc, du coup, c'est un manque de confiance en soi qui vient de l'école, mais qui n'est lié que sur le physique, alors? Oui, complètement. On t'a fait douter de ton physique à ton plus jeune âge, quoi. Depuis que je suis toute petite. Même dans la famille, hein, je pense que... mais il faut qu'elle mange, mais elle est trop maigre. Il faut qu'elle mange plus vite. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Plus vite? Ouais, parce que je mange très, très doucement. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, justement. Mais merci, je crois qu'on est deux à penser comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est... Quand tu grandis au Maroc, c'est une autre culture. Au Maroc, on mange tous dans la même assiette et il faut manger très vite, sinon ça va très très vite. Et t'as rien mangé au final, tu vois. Si je te demande un souvenir d'écolier précis à nous partager, là, spontanément, lequel te vient en tête? Il y a un truc qui m'a traumatisée, je pense. En fait, je sais pas comment expliquer. Il y avait un genre de... Tu sais, c'était en béton, mais c'était un genre de tuyau comme ça, en béton, à la récré. Et en fait, il y avait des gamins... C'était au Maroc, ça. Il y avait des gamins qui se moquaient de moi, tu vois. Ils me disaient, elle est bête, alors que je n'étais pas bête. Parce que le prof était très méchant. Ah, c'est lui qui te pointait du doigt, en fait. Ouais, et il me bloquait. Il disait devant les gens, tu vois, que... Même un jour, il m'a soulevé comme ça, il m'a plaqué au mur, tu vois, genre, mais tu fous rien! Il a pété les plombs avec moi, tu vois. Et je me souviens que je suis restée cachée à chaque fois dans ce rouleau, tu vois, en béton. Je me cachais pour pas que les gamins viennent m'embêter. Mais par contre, s'ils regardent cette émission, là, s'ils viennent me chercher, je vais... Ah, la bagarre, elle va revenir. Ça va être quelqu'un d'autre cette fois-ci. Mais tu restais cachée dans ce rouleau, quoi. Ouais. Mais ça durait combien de temps? Le temps de la récré. Pas qu'on vienne m'embêter. C'est un souvenir très, très triste. Ouais, c'est un souvenir triste. Il n'y a aucun souvenir plus joyeux à nous raconter? Un souvenir plus joyeux. Un souvenir joyeux, c'était au lycée, je me souviens. En fait, à chaque fois, on faisait des rondes et je leur disais, faites une ronde autour de moi, et je faisais des sketchs comme ça à la cour de récré. Et j'adorais faire ça parce que les gens rigolaient et tout, c'était trop bien. En fait, tu avais déjà envie d'être sur scène et d'avoir ton public. Oui, bien sûr, ça a toujours été mon rêve. Ta matière préférée, c'était laquelle? Le sport. J'adorais ça, le sport. Et la matière cauchemar? Je pense, comme la majorité, c'est les maths. Oui, les maths, ça ressort très souvent ici, en effet. Je déteste les maths, c'est horrible, les maths. Ça sert à rien, ce truc. Puis ça sert un peu, quand même, dans la vie. Il y a les calculatrices aujourd'hui. Tu comptes toute seule dans ta tête? Non. Non. Ah oui. Est-ce que tu as gardé contact avec des professeurs? Non, mais j'ai déjà reçu un mail ou deux, tu vois. Ah oui? Ouais. De profs qui me dit je suis fière de toi, ou des trucs comme ça, tu vois. Et là, ça va? Ça te fait du bien? Oui. Pas plus que ça? Pas plus que ça, en réalité.
Bah, j'ai jamais eu d'atome crochu avec des profs, quoi, comme tout le monde. Hein. Genre, je les revois, bah, je dis merci, tu vois, c'est tout. C'est cool. On l'a dit, t'es humoriste aujourd'hui et t'as quasiment toujours voulu faire ce métier. Ouais. Il n'y a pas un autre métier que tu t'es dit, peut-être, je vais essayer. Si, c'était... Bon, c'est un peu farfelu, mais c'était agent secret, c'était mon rêve. Agent secret. Mais tu sais que j'étais vraiment déterminée. Secret. Non, mais j'étais déterminée à être agent secret. D'accord. Et comment tu comptais faire? Bah, tu sais, quand tu sors du collège, on te dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu vois. Et moi, j'ai trouvé, hein, il y a des écoles spécialisées et tout pour devenir agent secret. Mais bon, après, il fallait faire l'armée et tout. Bah, j'ai fait des tests à l'armée et tout. Ah oui, quand même. Mais oui, je te jure. Et après les tests, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai échoué, mais et du coup, c'est pas mon destin, c'est tout. Et du coup, après, tu t'es dit que tu allais faire quoi? Ben, c'est marrant parce que quand j'ai su que j'avais raté le test à l'armée, et ben, c'est ce jour-là où les télés ont commencé à m'appeler pour le buzz, le truc du buzz. Oui, donc tout de suite, une porte s'est fermée, une autre s'est ouverte immédiatement, voilà. Et la destinée a suivi. C'est la vie. Comment tu l'as vécu, ce buzz, vraiment, au moment? Est-ce que c'était oppressant? Est-ce que tu dis, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement... Ou tu as conscience tout de suite que tu vas pouvoir rebondir grâce à ça? Franchement, quand je vois le truc exploser, je me dis juste ça va passer, tu vois. J'ai jamais pris ce truc au premier degré et j'ai jamais été à la recherche du buzz ou de la lumière ni quoi que ce soit. C'est pas un truc. Tu venais dans l'émission évoquer ta phobie des cafards. Ouais. Oui. Tu sais que je voulais pas la faire l'émission. C'est ma mère, elle m'a dit mais si, vas-y, fais-la, on va rigoler. J'étais sûre, maman, et j'avais peur que ça ait un impact un peu négatif sur le métier que je voulais faire. C'était humoriste, tu vois. Et j'avais déjà cette conscience de il faut pas se donner une autre image que le théâtre ou des trucs comme ça, tu vois. J'avais peur que ça ait une image un peu néfaste. Au moment où tu prononces cette phrase, tu peux pas t'attendre au rebondissement qui va suivre. Pas du tout. Quand je la sors, c'est vraiment une vanne dans ma tête. Hein. C'est une blague, tu vois, genre je voulais faire rire, mais 3 secondes. Mais en même temps, c'est à base de, s'il vous plaît, venez, on arrête, me ramenez pas des cafards, on est bien là, tu vois. Mais à la base, c'était une vanne, quoi, tu vois. Est-ce que tu t'es sentie ridiculisée un moment avec ce buzz? Avant de t'en servir comme tremplin? Franchement, non. En fait, je pense que ça dépend du regard, un peu de la personne. T'as des personnes qui sont très bienveillantes, tu vois, qui me disent on a trop rigolé avec ce truc, c'est trop bien, je le sors au boulot, tu vois, des trucs comme ça. Et après, t'as des gens qui me disent mais c'est un peu un bad buzz, non? Moi, je suis là, mais non, en vrai, on s'en fout, tu vois. Ça m'a ouvert des portes, donc c'est pas un bad buzz, quoi. T'es même devenue après chroniqueuse dans Touche pas à mon poste? Ouais, mais ça a duré un jour. Mais... Un jour? Ouais. Ça a duré juste un jour, mais je pense que je suis pas faite pour être chroniqueuse ou journaliste. Toi, tu le fais extrêmement bien et je me vois pas du tout faire... C'est pas une bonne expérience, ça, cette chronique? C'est ni une mauvaise ni une bonne expérience, c'est juste... C'est pas mon truc, quoi, tu vois. La télé, c'est pas mon truc, je pense. Et après, il y a le passage sur scène? Ouais. Là, c'est ton truc? Là, c'est carrément mon truc. Tout de suite? Tout de suite. En fait, j'étais déjà montée sur scène, je pense que c'était bien longtemps avant l'émission de C'est mon choix. Et j'étais montée une seule fois sur scène. Et je pense que quand t'es fait pour ce truc-là, ben, tu ressens le truc de... C'est carrément ma place ici, en fait. Et t'avais eu, dès la première fois où t'es allée sur scène, cette sensation? Je me suis dit, c'est magnifique, c'est trop bien, c'est là, je veux rester là, en fait. Pourtant, ça s'était pas bien passé du tout. Hein. C'est vrai? C'était un flop total. Mais j'ai adoré ce moment. C'était magnifique. Après, t'as affiné un peu ton style? Ouais. Que tu dirais décalé maintenant. Ouais. Quelles sont tes limites? Mes limites, je pense que j'ai pas de limites. Je pense que dans ce métier, faut pas avoir de limites parce que il faut savoir rire de tout, tu vois, c'est important. Est-ce que tu as des modèles d'humoristes? Ben, je pense que Gad Elmaleh m'a beaucoup donné envie de monter sur scène. Jamel Debbouze aussi, tu vois. Florence Foresti. Mais dans ce métier, il ne faut pas avoir de modèle, il faut savoir être soi. C'est important. Si tu veux sortir du lot, il faut ramener ta personnalité à toi. C'est très, très important, tu vois. Ton objectif à terme, donc tu l'as dit, tu n'es pas forcément à l'aise en télé, mais le cinéma, par exemple?
J'adorerais faire du cinéma. Pas pour la fame ni quoi que ce soit. C'est juste que je pense que interpréter des personnages, ce serait un peu une thérapie, tu vois. J'adorerais faire ça. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est totalement et entièrement consacrée à l'école. Okay. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer à l'école d'aujourd'hui? Je pense que le système scolaire est pas encore au point, j'ai l'impression. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est peut-être la vision de l'apprentissage, peut-être, qui serait... je pense que si elle était différente et un peu plus adaptée aux élèves, tout simplement, aux enfants, elle serait meilleure, je pense. Comment tu voudrais la changer? Déjà, s'asseoir à partir de 8 h du matin derrière une table et apprendre des trucs sans vie, quoi. C'est juste un prof qui te dit c'est comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça. C'est pas hyper intéressant, j'ai l'impression. Tu voudrais rendre ça plus ludique, plus vivant? Ouais, carrément. L'école de demain, tu la vois comment? L'école de demain, elle serait... Je pense que je la vois en dehors d'une salle de classe. Toute la journée en dehors de la salle de classe? Peut-être pas toute la journée, mais je la vois moins carrée, moins stricte, moins scolaire, peut-être. Est-ce que tu as un message à faire passer à des jeunes qui te regarderaient et pour qui tu serais un exemple de réussite? Je ne sais pas si je suis un exemple de réussite, mais le message que j'ai à faire passer, et je pense que je pense qu'on n'en parle pas assez, si vous voyez un enfant se faire harceler ou se faire embêter ou mis à l'écart, allez le voir. Et je vous jure que ça pourrait changer sa vie. Le harcèlement, justement, c'est un des thèmes principaux de cette rentrée scolaire. Il y a aussi eu la laïcité. Quel regard, toi, tu portes dessus? La laïcité, je pense qu'on devrait laisser tranquille les enfants. Il y a des choses plus importantes dans ce pays à régler que voir ce que les meufs portent. Puis surtout, on n'a pas mis aussi le doigt sur... peut-être que les meufs, elles n'ont pas envie de porter des trucs hyper serrés parce qu'elles n'ont pas confiance en elles ou elles veulent juste porter des trucs larges. On ne s'est pas intéressé à ça et on continue de dire ce que doit porter une femme, même si elle est hyper jeune, dès l'école. Et ça, c'est très grave. C'est déjà la fin de l'émission, Myriam. C'était super bien, l'émission. Alors, tu m'as demandé au début si ça allait être comme chez le psy. Alors, t'étais chez le psy? Franchement, ça m'a fait du bien, je te jure. C'est vrai. Puis t'as une voix hyper douce et tout, c'est cool. Voilà, je suis venue chercher les petits compliments. T'en auras, t'inquiète. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces moments. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.